Mais généralement c'est le format NetCDF qui est répandu. Et ces données de modèles-là, il y a les modèles globaux, GCM, Global Climate Model. Ce sont des modèles qui couvrent toute la planète. Ce sont des modèles globaux. Alors, comme vous voyez, si c'est un modèle qui couvre toute la planète aussi, ça sera la résolution sera faible. Quand je parle des termes résolution, données satellites, ça va? Oui, ça va. Donc, la résolution, on parle de résolution spatiale, c'est la mesure, la dimension d'une unité de données. Par exemple, les données sous forme de pixels, les données en image, en TIFF là, on parle du pixel. Plus la dimension du pixel est petite, plus la résolution est forte. Et plus le pixel est grand, moins la résolution est grande. Donc, les pixels qui ont de petites tailles, on dit que ce sont des images de haute résolution. Les pixels qui ont de très grande taille, ce sont des images de petite et faible résolution. Alors, les modèles globaux, on aboutit à des données de faible résolution. Donc, on est obligé de carrer la planète là en des mailles un peu plus grandes pour pouvoir couvrir toute la planète. Et contrairement aux modèles régionaux, les Regional Climate Model, ils ont des résolutions spatiales relativement meilleures par rapport aux modèles globaux. Au niveau régional, on peut avoir 5 km ou bien 10 km. Là, au niveau global, on peut avoir 50 km et c'est même plus. Un autre type de données, c'est ce qu'on appelle les données de réanalyse. Alors là, c'est une combinaison entre les données de modèle et les données de station. Et ça aussi, on obtient ça sous format TIFF, les données format image. Alors, les données de réanalyse, ils ont pour but de prendre les données de modèle, de prendre les données de station qui existent, de les combiner. Et comme le nom le dit, on fait une réanalyse dans le temps, on recule dans le temps pour générer une longue série temporelle de données historiques, voilà, qui permet de faire des études historiques sur le climat. Alors, il y a un certain nombre de sources de données climatiques qui existent. Ce sont des données open source. Tout le monde peut avoir accès, peut télécharger, traiter et utiliser en fonction de son étude. Alors, il y a des données de précipitation, de température, des données sur la pression atmosphérique qu'on peut retrouver dans il y a une institution qu'on appelle Climate Research Unit, c'est une unité de recherche sur le climat. C'est une institution qui se trouve en Europe et qui travaille à fournir des données sur le climat aux utilisateurs. Alors, dans le lien, si vous cliquez, vous allez aboutir au site officiel de la structure. Et ça, c'est un type de données maillées. Donc, c'est un grid de data. Donc, ça veut dire que c'est des données d'observation qu'on a ajoutées à la donnée satellitaire et on a sorti une donnée finale. Ensuite, il y a une source de données qui est principalement dédiée aux précipitations. On appelle le site là SHARE. C'est Climate Hazard Initiative Risk Precipitation. Quand vous cliquez sur le site également, le lien également, ça va vous diriger sur le site de la donnée. C'est également des données maillées. Il y a ce qu'on appelle des données sur la température de surface de la Terre. Vous voyez qu'en haut, il y avait la température de l'air. Et là, c'est la température de surface de la Terre. La température de l'air, c'est la température ambiante, ce que nous ressentons. Donc, c'est mesuré à 2 mètres au-dessus du sol. Il y a des thermomètres, voilà, capteurs qui sont placés à 2 mètres au-dessus du sol pour mesurer la température de l'air. Mais la température de la surface de la Terre, c'est la température comme si on peut le dire, de la peau du sol. Ça veut dire, quand il y a le rayonnement solaire, la surface du sol absorbe ce rayonnement solaire-là. Et en fonction du type de sol et du type d'utilisation du sol qui est là-bas, la température au niveau de la surface varie. Et généralement, là où il y a la végétation,
comme vous pouvez le voir, non seulement il y a une partie du rayonnement qui sera bloquée, qui ne va pas atteindre le sol, mais aussi là où il y a la végétation, les plantes absorbent une partie du rayonnement solaire là. Et donc, la surface va emmagasiner moins. Contrairement, là où il y a les sols nus ou bien le bâti, comme dans nos villes, vous allez sentir à partir de 12h ou 13h en allant qu'il y a une émission qui vient de la surface de la Terre et que c'est vraiment désagréable à vivre. Surtout ces derniers moments où il y a la canicule. Donc, c'est ce qui ressort là, ça c'est la température de la surface de la Terre. Donc, plus le sol est à découvert, plus ça absorbe beaucoup et il y a une possibilité d'une grande réémission de chaleur qui affecte généralement négativement la vie humaine. Alors, et ça provient d'un satellite qu'on appelle MODIS. C'est une donnée de type satellitaire. Il y a également des données sur la précipitation, température de l'air, le rayonnement solaire, l'albédo et d'autres paramètres. Alors, qui provient d'une source qu'on appelle ERA5. ERA5, c'est une donnée qui est produite par le Centre européen sur les prévisions moyennes du temps. Voilà, European Center for Medium Range Weather Forecast. Donc, c'est un centre qui se trouve en Europe. Et là, c'est une donnée de type réanalyse. Donc, c'est une donnée qui est issue de la combinaison des données de modèles et des données d'observation. Et il y a également bien d'autres données. Il y a les données satellitaires simples que vous pouvez télécharger pour faire vos travaux. Se trouve également il y a les données d'élévation que vous pouvez télécharger. Il y a les données sur les cours d'eau, les données sur les bassins versants, les données sur les limites des pays, les données sur les découpages. Alors, on va voir quelques outils. Les données qu'on a citées, comment est-ce qu'il faut les télécharger? Est-ce que si on va sur le site directement, on peut les télécharger? Oui, il y en a qui, si on va sur le site directement, on peut les télécharger, mais ça va être un peu pénible. Alors donc, il faut avoir un certain nombre d'outils qui permettent d'accéder facilement à ces données et qui facilitent aussi la visualisation de ces données. Un de ces outils-là, c'est une interface qui a été développée et qui est utilisée avec Google Earth. Donc, l'interface, c'est un fichier que vous téléchargez et vous l'installez dans Google Earth. Et quand vous ouvrez, ça vous permet d'avoir accès à des données selon votre position géographique et vous pouvez les télécharger pour faire un usage futur. Alors, donc, j'essaie de décrire les étapes. Pour ceux qui ont des ordinateurs, vous pouvez essayer. Si vous cliquez sur le lien, ce lien-là, ça va vous amener sur le site, dans le site là. Et dans ce site-là, au niveau de 2, si vous n'avez pas Google Earth, vous l'installez à travers ce lien. Et ensuite, au niveau de 3, vous téléchargez l'interface de visualisation des données. Alors, si vous le faites, vous allez aboutir à là, quand vous êtes dans Google Earth. Si vous avez téléchargé le fichier, vous cliquez sur le fichier, ouvrez, vous allez le chercher. Si vous le cherchez, vous allez avoir quelque chose comme ça qui va s'afficher. Et voilà ce que, quand vous appelez les mailles ou bien les pixels. Vous voyez que ce qui est là, qui couvre presque le territoire burkinabé, c'est grand, très vaste. Alors, par la suite, si vous cliquez sur une de ces mailles-là, vous allez avoir cela. Alors, peut-être que c'est mon ordinateur en anglais, ça affiche en anglais. Et le message vous demande d'afficher les cellules en demi-degré. C'est en 0,5 degrés de résolution. Si vous cliquez, vous allez avoir là. Donc, ça va décomposer la grande maille là en petite maille. Maintenant, pour avoir les données, il suffit de cliquer sur une des mailles. Et ça va vous présenter les données de la sorte là. C'est déjà les données qu'on a déjà fait les graphes. La température journalière, les précipitations, la pression atmosphérique. Et si vous regardez, il y a des options qui permettent de télécharger les données. Vous cliquez sur Data, ça va vous afficher les données en CSV.
et vous pouvez les utiliser pour d'autres fins. Alors là, c'est un premier outil qui permet de télécharger les données sur le CRU, Climate Research Unit. Ensuite, il y a une plateforme cloud qu'on appelle Google Earth Engine qui permet non seulement de visualiser, de télécharger les données climatiques, mais aussi de traiter, de faire le traitement de certaines données climatiques. Alors, Google Earth Engine, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme cloud développée par Google et qui permet de visualiser, de traiter, d'analyser les big data, les grandes données géospatiales, et directement sur la plateforme sans avoir besoin de télécharger la donnée et d'aller se regarder dans sa machine locale et après, comme on a l'habitude de le faire avec les logiciels desktop. Alors là, on a accès aux données, on a un environnement où on a des outils qui permettent le traitement, on peut visualiser et à la fin, on exporte les résultats finaux. Alors, Google Earth Engine, il faut dire qu'à la création de Google Earth Engine, la devise des gens de Google, c'était de permettre aux utilisateurs, aux chercheurs, d'utiliser vraiment la donnée au lieu de passer leur temps à télécharger les données. Imaginez si vous voulez, par exemple, faire une étude sur 30 ans et vous voulez les données de température, par exemple, de la vie de 30 ans, et vous allez passer votre temps à télécharger les données journalières. Parce que vous allez que Ouagadougou, ça va être couvert par... c'est pas évident que ça sera couvert par un seul pixel. Donc, vous êtes obligé de télécharger toutes ces images sur les 30 années-là, les traiter avant de commencer maintenant votre travail. Mais dans Google Earth Engine, ça devient facile. On n'a pas besoin de les télécharger pour stocker où que ce soit. Alors là, j'ai ajouté des liens. Pour celui qui a déjà un compte dans Google Earth Engine, il suffit de cliquer sur le premier lien, cliquer sur ce lien pour ouvrir. Celui qui n'en a pas, vous cliquez sur le lien pour créer un compte. Alors, si vous créez le compte, vous allez avoir, souvent ça peut être une journée, même moins, et parfois plus, pour qu'il vous réponde et vous envoie un lien de confirmation et votre compte est actif. Et là, vous pouvez commencer à utiliser la plateforme. Alors, voilà comment se présente la plateforme. Alors, si vous avez un compte, quand vous l'ouvrez, il y a ce que vous voyez en bas, en rouge, c'est là où s'affiche la carte, là où s'affichent les données que vous allez traiter, c'est là où s'affichent les données sous forme de cartes. Alors, quand vous voyez la colonne de droite, il y a des onglets là-bas. Il y a d'abord inspecteur, c'est là où vous pouvez inspecter la donnée. Vous cliquez là-bas, vous prenez votre curseur, vous cliquez sur la donnée pour les inspecter. Ensuite, il y a les consoles, qui est là où s'affichent les résultats des processus que vous exécutez. Ensuite, il y a l'onglet tâches. Tâches, c'est là où s'affichent les processus que vous devrez autoriser pour export. Voilà, par exemple, vous avez dit d'exporter par exemple des données sur la pilométrie. Vous avez exécuté le script et quand ça va tourner, ça va venir là-bas. Et c'est là-bas que vous allez venir cliquer et ça va continuer. Et si vous utilisez Google Earth Engine, quand vous ouvrez, vous allez voir toutes les tâches que vous avez à exécuter dans ce sens-là, qui sont listées. Alors, pour le milieu, c'est l'interface du code. C'est là-bas que vous tapez vos codes. Alors, la colonne de droite, il y a aussi là-bas 3 onglets. Il y a un onglet pour les scripts que vous créez, les codes. Il y a un onglet Docs. Là, ce sont les différents outils de traitement qui sont dans Google Earth Engine. Il y a un onglet Assets. Ça, ce sont vos données. Les données que vous-même vous entrez dans la machine. C'est-à-dire que vous pouvez importer vos propres données dans la plateforme pour travailler. Alors, Google Earth Engine, c'est un ensemble de ce qu'on appelle un jeu de données. On appelle ça
et Earth Engine Data Catalog. C'est un catalogue de données, un catalogue d'une grande quantité de données de toutes sortes qui sont stockées. Il y a également un environnement de traitement de ces données-là. Un environnement de traitement de ces données. Et il y a également une interface où vous pouvez interagir, voilà, avec le serveur pour avoir les résultats. Et Google Earth Engine aussi permet, alors ça permet également de développer des applications pour présenter certains de vos résultats. Alors là, ce sont ce qu'on disait tout à l'heure, les jeux de données, le data catalog. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une multitude de données à l'intérieur. Et comme je le disais au niveau des sources de données, en plus des sources de données climatiques qu'on a citées, il y a également d'autres sources. Vous pouvez trouver des données satellitaires, des données sur Landsat, sur Sentinel, sur MODIS, des données sur des satellites de NOAA, des données sur des satellites météorologiques comme Météosat. Également, vous pouvez trouver également des données sur l'utilisation des terres. C'est également des données globales qui sont développées par la NASA ou bien développées par le Centre spatial européen ESA et qui est mis à disposition des utilisateurs. Et il y a aussi les données sur le temps et le climat, voilà, comme je le disais tout de suite. Et il y a plus de 200 jeux de données accessibles au public et plus de 5 millions d'images, plus de 7 pétabits de données. Et chaque jour, il y a environ 4000 nouvelles données qui sont ingérées dans la plateforme. Alors, quand vous êtes dans la plateforme, vous allez voir la donnée et vous allez avoir aussi la structure qui produit la donnée. Donc, les staff de Google, ils ont des conventions, des protocoles avec ces portails de données. Il y a la NASA, particulièrement la Société géologique des États-Unis, qui est chargée de la production des données satellitaires. Il y a aussi le programme Copernicus en Europe qui produit les données sur Sentinel. Et une fois qu'ils ont reçu les données satellitaires, ils ont fait le traitement, ils envoient à Google qui fait le nécessaire pour ingérer dans le système. Et ce sont des données qui sont open source, c'est gratuit, vous pouvez télécharger et utiliser. Si vous suivez le lien, vous allez aboutir au niveau de la plateforme des catalogues de données et vous aurez plus de données là. Alors là, c'est une présentation de l'infrastructure, voilà, du traitement de Google. C'est l'ensemble des serveurs qui sont. Alors, comment utiliser Google Earth Engine? Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Comme vous l'avez si bien remarqué, c'est un environnement de programmation. Alors, le langage est natif, origine de la plateforme, c'est un langage Java, le JavaScript. Mais il y a aussi des utilisateurs qui ont développé, utilisé pour les débutants, le JavaScript. Ensuite, il y a Python, ce qui permet de visualiser, traiter et analyser les données. Alors, quels sont les types de données et les types de traitement, les fonctions de géotraitement qui sont dans Google? Et il y a les données sous forme d'image. Dans la données sous forme d'image, vous pouvez faire des calculs mathématiques, vous pouvez couper une zone, et vous pouvez faire des analyses pour voir les voisins, vous pouvez faire des sélections. La fonction d'appliquer sur toute la collection d'images. Une collection est une collection, par exemple, par exemple, si vous téléchargez les images pour l'année 2020, toute l'année 2020, vous aurez une centaine, sinon des milliers d'images. Vous constituez une fonction, vous dites que vous voulez que la fonction là clip l'image là selon les limites de la ville de Ouagadougou. Vous voulez seulement l'image, vous voulez seulement une image sur la ville de Ouagadougou. Donc, vous écrivez votre fonction et ensuite, vous dites à la fonction là de répliquer le processus sur toute la collection d'images. C'est ça qu'on appelle le map. Voilà. Ensuite, il y a agrégation, on peut filtrer par date, par lieu. Voilà. Les features collection sont les données vecteurs. Ce sont les 1 point, soit une ligne, soit un polygone. Dans les données là. On peut filtrer, on peut faire des réductions pour calculer les moyennes,
un peu les percentiles, les médianes, des régressions linéaires, un peu des opérations de jointure. Vous pouvez faire aller en utilisant les fonctions de kernel. Également, il y a du machine learning. On peut utiliser le CAP, classification et regression tree, le random forest, les support vector machine. Alors, également faire des opérations de projection. Et il y a beaucoup de nouveaux opérateurs, de nouveaux outils, de nouveaux processus qui sont ingérés dans le système chaque jour. Donc, avec le temps, ça évolue. Alors, maintenant, on va faire une petite pratique. Par rapport à le premier outil, l'interface Google Earth, qui a pu faire quelque chose? Quelqu'un a déjà Google Earth dans sa machine? N'en avait pas. Okay. Quelqu'un a déjà un compte Google Earth Engine? On n'a pas de compte. OK. Alors, si vous n'avez pas de compte, je vais faire une démo, je vais ouvrir mon niveau et faire la démonstration. Alors là, c'est la plateforme. Comme vous le voyez dans la présentation, voici là où s'affichent les cartes, ici en bas. Et à droite, voici là où il y a les consoles, les tâches. À gauche, là, il y a les scripts, il y a les outils, les docs et les données que vous ingérez dans le système. Alors, si comme tout langage de programmation, si on décide par exemple d'écrire un code basique, quelque chose de basique, alors si par exemple vous voulez écrire par exemple Hello World, donc c'est JavaScript, c'est Hello World, c'est du string, et vous définissez une variable, vous écrivez et vous visualisez avec le print. Si vous le faites, et vous allez voir Hello World qui est écrit là. Facilement. Alors maintenant, si vous décidez de visualiser une donnée, par exemple une donnée sur les précipitations, par exemple, comment est-ce qu'il essaie de donner des précipitations, par exemple au Burkina Faso. Alors, ça aussi, vous pouvez choisir la source. Alors, on a vu dans les sources, on a vu Shape, qui était une donnée grided, une donnée maïr, qui était issue des données d'observation et des données satellites. On peut utiliser. Si vous voulez avoir une donnée, il suffit d'aller dans la barre de recherche et vous tapez ce que vous voulez. C'est supposé que vous connaissez le nom. Il y a Shape Daily, c'est les données journalières. Vous ouvrez et ça vous présente déjà une vue de ce que ça va ressembler. Et il y a un code exemple qui vous permet de visualiser ça dans votre plateforme. Vous cliquez sur l'exemple, ça va vous ouvrir. Alors, et maintenant vous exécutez ce code. Donc, vous voyez, ça affiche la répartition, voilà, de la précipitation. Alors, maintenant, avec ça, c'est à vous maintenant d'utiliser votre zone d'étude, là où vous voulez travailler, pour extraire cette donnée-là. Voilà, pour continuer vos analyses. Et ça, vous avez des localités bien précises, des points, avec des endroits bien précis
soit vous avez une zone, ça c'est pour, par exemple, la région des hauts bassins, par exemple, vous voulez travailler sur ça, et vous voulez les données de précipitation de la région. Donc, vous avez la zone, le polygone, que vous pouvez utiliser pour extraire et exporter. C'est bon, ensuite? Okay. Alors, si vous avez des questions, je vais poser là avant de poursuivre avec l'extraction. Oui? Est-ce que oui, bien sûr. Vous pouvez utiliser le langage Python pour le faire. C'est possible. Mais ça, j'utilise le JavaScript. Avec Python, on peut le faire facilement. Si on veut, par exemple, extraire les données de précipitation au Burkina, vous proposez quelle année? Les données de quelle année? 2021. Toute l'année 2021. Donc, OK. On commence en janvier 2021. Et on termine en décembre. Alors, donc, dans ce cas, vous allez sûrement avoir les limites du Burkina Faso. Même si vous voulez faire l'extraction par région, vous avez les limites des régions. Vous faites ce qu'on appelle un filtre. Vous filtrez la date et vous filtrez également en fonction de votre zone d'étude, les régions. Alors, si vous voyez ce premier-là, si je fais le print, ça va déjà nous afficher les métadonnées. Ça va nous afficher le nombre de jeux de données qui se retrouvent dans une année. Alors, puisque ici sont les données journalières. Alors, si on continue, on dit qu'on veut exporter ces données-là pour aller utiliser, pour aller faire des analyses statistiques. Alors, il faut d'abord les extraire et ensuite, il faut les exporter. Le résultat final va nous donner ça. Alors, quand on a exécuté le script pour voir, on a dit qu'il y a 213 éléments. Vous voyez qu'il y a Image Collection, une collection d'images de 213 éléments qui sont à l'intérieur. On est données journalières. Allô? Ah? Ouais, faut prendre, c'est pas grave. Si on continue, vous allez voir dans Tâches et ça nous donne notre élément qu'on veut exporter. Notre élément qu'on veut exporter. Donc, il suffit maintenant de cliquer sur Exécuter et la donnée va se retrouver dans notre Google Drive. Donc, c'est lié à Google Drive. Ça va se retrouver à notre Google Drive et vous pouvez aller l'utiliser. Là, c'est 231 parce que j'ai commencé en partie de juin pour que ce ne soit pas très lourd. Plus c'est lourd, plus ça dure. Il y a aussi une certaine taille qui est autorisée par Google pour les utilisateurs d'utilisation gratuite. Quand les données en traitement dépassent cette taille-là, 500 mégas, quand ça dépasse, quand vous lancez, ça va vous dire User Memory Limit. C'est-à-dire que vous avez épuisé la mémoire disponible pour vous. Donc, il faut diminuer, il faut split les données, couper le processus en plusieurs parties, ou bien il faut faire ce qu'on appelle
un processus en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres où tu vas diviser ton processus là en plusieurs sous-parties et à la fin, ça va donner le résultat. Alors, vous voyez, ce n'était pas très lourd et c'est déjà fini. Si je pars dans Google Drive, je vais retrouver les données et je vais les télécharger. Voilà. Et voici les données en CSV que je vais les télécharger. Ça, ce sont les périodes. Et là, ce sont les données en fonction des régions. Quelle région? C'est la pluviométrie, la quantité de pluie tombée par jour. Et là, maintenant, vous pouvez exporter et aller faire des analyses statistiques selon les objectifs de l'étude. Alors, vous pouvez également faire la même opération pour les données de température, pour les données de vent, les données d'humidité, et également pour les données d'ensoleillement et bien d'autres données. Donc, c'est une plateforme qui est là et qui vraiment facilite beaucoup de travaux, surtout en ce qui concerne le téléchargement des données. Le téléchargement des données, télécharger, après, il faut traiter, faire les analyses. Donc, avec Google Earth Engine, la partie téléchargement est annulée. Tu as écrit ton script, tu as accès à tes données, tu traites et après tu exportes ton résultat. C'est simple. Si tu veux aller plus loin, tu peux continuer pour développer ton application et après tu mets ça dans la plateforme que tu veux. OK, j'en ai fini. J'attends maintenant vos questions et contributions. Merci. OK, donc merci, monsieur Valentin pour votre présentation. J'espère que ça a été pratique. Vous avez pu apprendre quelque chose. Vous allez continuer sûrement après à la maison et autres. Donc, ceux qui ont des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser par chat ou bien si vous voulez prendre la parole aussi, vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont dans la salle, je ne sais pas si... voilà, oui, allez-y. Oui, on peut commencer les questions, pas de problème. Oui. Bon, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible, avec les données qui sont là, les gens prédisent les poches de sécheresse? Parce que ça, c'est vraiment un vrai problème au Burkina Faso avec les agriculteurs, tout. Voilà. OK, donc, comment vous préférez? On fait interactif ou vous allez prendre toutes les questions d'abord? On peut faire interactif. Interactif, OK, donc, bon, voilà. Oui, je peux dire oui, parce que la plateforme là, il y a les données et il y a les outils de traitement. Alors, si vous savez la méthodologie que vous allez utiliser pour calculer par exemple les indices de poste de sécheresse, vous pouvez le faire directement dans la plateforme. Je sais que présentement, il y a un étudiant qui est vraiment en SAS et qui est en train de faire un travail pareil. Il est en train de travailler sur l'occurrence des postes de sécheresse et leur impact sur les rendements des cultures. Ouais. C'est ça. OK, oui, allez-y. OK, déjà, merci pour la présentation, la bien présentation. Ça a été vraiment instructif. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que, comme une plateforme pareille pour le climat, la température, le vent, l'air et autres, est-ce possible de pouvoir, est-ce que les données pour la santé de ce genre, les traiter, les analyser? Les données pour la santé, on pourra peut-être retrouver un certain nombre de données en lien avec la pollution
des données en lien avec peut-être peut-être les données en lien avec la COVID, le dernier événement de COVID, mais ça va concerner nos pays. Non, ça va concerner nos pays. La plupart des données qu'on a dans la plateforme là, les données précises concernent surtout les États-Unis et les producteurs de données. Dans nos pays, c'est généralement des données globales. Voilà, c'est que surtout dans nos pays n'ont pas des données spécifiques comme ça qu'on a ingérées dans la plateforme et qui peut être vraiment utilisées spécifiquement pour nos propres besoins, selon nous, nos problèmes. Non. Si vous retrouvez des données, ce sont des données globales. Ces données spécifiques de santé, ça ne va pas concerner nos pays. Ça va généralement les États-Unis. Sinon, si vous voulez des données en lien avec, par exemple, les paramètres de la santé, comme les données sur la pollution, vous pouvez en trouver des données satellitaires, vous pouvez donner sur la pollution, et vous pouvez utiliser pour travailler. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez utiliser la plateforme, vous collectez vos données sur la santé, vous voulez collecter les données localement sur la santé, vous les organisez et vous l'importez dans la plateforme et vous ajoutez à d'autres données et vous travaillez. Ok, merci. OK, dans la salle, quelqu'un? Oui? Bonjour à tous, merci pour la parole, Ouedraogo Nadia. Moi, j'ai une question. Bon, j'ai deux questions. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que Wascal et quels sont les objectifs de Wascal au Burkina Faso. OK, merci pour cette belle question. Alors, Wascal, d'abord, c'est les sigles en anglais, c'est West African Center for Climate Change and Adapted Land Use. En français, c'est le Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Alors, c'est un organisme non gouvernemental et qui a un but non lucratif, qui œuvre sur les questions liées au changement climatique et l'utilisation adaptée des terres pour améliorer les moyens d'existence des producteurs. Donc, l'objectif global, c'est combattre le changement climatique et améliorer les moyens d'existence des producteurs. Alors, dans ça, Wascal œuvre principalement dans trois domaines. D'abord, il y a la formation. En matière de formation, Wascal forme des étudiants de niveau doctorat et des étudiants de niveau master. Et présentement, Wascal est dans 12 pays. Je pense que le 12e pays, c'est la Guinée-Conakry qui a intégré récemment dans le mois d'avril. Voilà. Et dans chacun de ces pays-là, il y a au moins une école. C'est une école qui forme des masterats ou une école qui forme des étudiants en doctorat. Alors, pendant moi, mon cas, je suis dans une des écoles qui forment des doctorats au Nigeria. Au Nigeria, par exemple, il y a deux écoles. Il y a une école qui traite des questions des changements climatiques et de l'habitat humain, et une autre école qui traite du système climatique ouest africain. Là, c'est spécial. Nigeria a deux écoles. Au Burkina Faso, ici, il y a une école à l'université Ouagadougou, une école sur informatique du changement climatique. Ils forment aussi des étudiants en master. Et il y a aussi le centre de compétences. Le centre de compétences, c'est comme le cerveau scientifique du Wascal. Il se trouve ici également à Ouagadougou 2000, à côté de Anéré, non loin de l'échangeur. Alors, en plus des formations et vraiment des capacités, Wascal fournit des services climatiques. Alors, Wascal fournit des outils qui permettent à la population, voilà, dans le cadre d'améliorer les moyens d'existence, d'être résilient, voilà, aux effets néfastes du changement climatique. Ensuite,
Wascal est en train d'œuvrer pour devenir, dans les années à venir, une institution leader de la sous-région en matière de fourniture des services climatiques pour la région et aussi dans la région et au-delà. Il y a également le grand centre, le centre de headquarters, on appelle ça le quartier général de Wascal, se trouve au Ghana, à Accra. Voilà, c'est de là-bas que se trouve le directeur général de Wascal. C'est là-bas que se trouve le directeur qui est chargé du renforcement des capacités, celui qui s'occupe des différentes écoles de formation. Voilà, et c'est là où se trouve l'administration, le staff qui s'occupe des autres questions en lien avec le fonctionnement de Wascal. Et le bailleur principal de Wascal, c'est le gouvernement allemand, le gouvernement fédéral allemand de la recherche. Merci, monsieur. Votre deuxième question? Il y avait deux questions. Oui, c'était les objectifs. Ah, les objectifs, ok. Est-ce qu'on va aller en ligne un moment et on va revenir dans la salle? Parce que je vois une main levée. Docteur Kambou, est-ce que vous entendez? Si oui, vous pouvez y aller, docteur Kambou. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Vous pouvez y aller. OK. Bon, j'ai déjà posé ma question par chat, mais si vous voulez, je peux la reprendre ici. En fait, c'était concernant les données de réanalyse, là. Comment s'assurer en fait de leur fiabilité? Puisque, comme vous le savez, hein, la source de données peut réellement impacter sur les résultats d'une étude. Donc, étant donné que c'est des données déjà réanalysées, comment s'assurer en fait qu'il n'y a pas eu de partie prise dans cette analyse-là avant leur disponibilité? Merci bien. OK. Vous avez entendu? Voilà. Donc, comment s'assurer de la fiabilité des données de réanalyse? Voilà. Merci, M. Kambou, pour la question. Alors, vous avez parfaitement raison par rapport à la qualité des données, surtout les données de réanalyse, qui sont des données de modèles qui déjà sont sujets à polémique par rapport à leur fiabilité, à leur qualité, leur précision, et qu'on a ajouté à des données d'observation, données de station pour former un jeu de données final. Alors, d'habitude, ce qui est fait, si ce sont des données de modèle ou des données d'analyse, on essaie la donnée selon sa zone d'étude et on essaie de faire un test. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer la précision de la donnée. Par exemple, si vous avez déjà des données de station à votre disposition dans la zone, vous utilisez ces données de station-là que vous allez évaluer le niveau de précision de la donnée de réanalyse que vous allez télécharger. Et généralement même, c'est utilisé pour combler le biais de ces données de réanalyse-là. C'est généralement ce qui est fait si vous avez des données d'observation à votre disposition. Je ne sais pas si vous avez répondu à votre question, monsieur Kambou. Oui, tout à fait. Merci vraiment. Merci. OK. Donc, en ligne, s'il y a toujours des questions ou sur place, quelqu'un a une question? OK. Il y a une question qui vient par chat. Toujours de Dr Kambou. Il dit le Burkina Faso dispose de 4 stations de mesure solaire installées dans le cadre des projets du WAP. Bon, peut-être c'est une contribution, hein. Je ne sais pas si... Je pense que c'est comme une contribution. Mais peut-être, est-ce qu'à Wascal aussi, c'est vrai qu'on a parlé de données climatiques, mais qu'en est-il des données solaires? Est-ce que déjà même ça existe, données solaires?
Alors, il faut dire que les données, surtout concernant le rayonnement solaire, Wascal a un certain nombre de stations automatiques qui mesurent les paramètres du climat. Je ne la fais pas bien. Je ne pense pas qu'il y a des données par rapport au rayonnement solaire. Okay. Je sais que par rapport à la contribution de M. Kambou, à l'ANAM, la météo a un certain nombre de capteurs qui enregistrent les données sur le rayonnement solaire. Mais comme vous le savez, le rayonnement solaire, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Donc, certainement, pour maintenir les appareils de façon durable, ce n'est pas facile. Donc, ça fait que les données ne sont pas continues dans le temps. Vous allez voir que pendant Ouagadougou, vous avez une série de données. À partir d'une certaine année, il y a un gap. Et ensuite, on répare l'appareil, puis ça reprend. Là où vous pouvez avoir des données quasi continues, ce sont les données satellitaires. Quasi continues parce que sous nos cieux ici, surtout pendant la saison pluvieuse, quand il y a des nuages, souvent c'est compliqué. On ne peut pas avoir des données. Parce que les satellites, la plupart des satellites travaillent sur la base du rayonnement solaire. Surtout les eaux. À moins que ce soit des satellites, à moins que ce soit des satellites qui ont leur propre source de lumière, comme ceux qui opèrent en radar ou en lidar, qui peuvent travailler des jours comme de nuit, même en des couvertures nuageuses, peuvent prendre les données. OK. Donc, merci. Merci, M. Valentin. Je suppose qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, merci pour votre présentation et